bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Face à Face. Mon invité du jour est un homme de théâtre inventif, une personne naturellement chaleureuse. Il est depuis fin 2019 l'homme fort du festival Passage, devenu depuis Passage Transfestival. Benoît Bradel, bonjour. Bonjour, Arnaud. Avant de commencer véritablement cette émission, expliquez-nous un petit peu ce changement de nom. Festival Passage, Passage Transfestival. Pourquoi finalement? Est-ce que c'est une volonté d'imprimer tout de suite sa patte? Oui, c'est la volonté de faire évoluer le festival. Un festival qui avait 25 ans, 10 ans à Metz, et qui était relié à sa fondation à Nancy après la chute du mur de Berlin, donc au XXe siècle, qui avait évolué, donc changé de siècle, changé de ville. Et quand je suis arrivé, j'ai senti qu'il y avait un potentiel énorme, mais qu'il fallait vraiment l'emmener vers le XXIe siècle, vers l'avenir, avec des artistes nouveaux, avec de nouveaux principes. Mais Passage, c'est la base, donc je voulais garder ça. Et je voulais accentuer le côté transdisciplinaire, transcontinental, transeuropéen, transgénérationnel, que ce soit des publics et des artistes. Et puis aussi un axe fort sur la transmission. Et donc ce mot transfestival, Ça voilà, a été comme une évidence. il y a eu une espèce d'invention et du coup voilà, on s'est dit passage, transfestival. Alors c'est pas facile, les gens disent transpassage, transfestival, passage, alors que c'est passage, transfestival. Le plus simple, c'est Passage. Voilà, passage. Alors, qui est Benoît Bradel? Qui se cache derrière le directeur? On passe tout de suite au parcours. Alors Benoît Bradel, vous avez 55 ans, vous êtes originaire de Bretagne. Vous avez rapidement compris que la scène allait devenir votre terrain de jeu. À l'âge de 15 ans, vous allez apprendre sur le tas, comme on dit, auprès de metteurs en scène. Vous passez par tous les métiers, assistant, régisseur, acteur ou même ouvreur au théâtre des Bouffes du Nord. Le voyage prend une part incessante, incontournable de votre itinéraire. Vous faites votre propre expérience avant de fonder et monter en 1994 votre propre compagnie Zabraka, mêlant théâtre, danse et musique par des artistes catalans, nigérians ou français. À partir de 2008, cette compagnie s'implante en Bretagne. Entre-temps, vous avez poursuivi votre travail sur le son et les images auprès de votre mentor, Jean-François Perret. Vous avez remporté un petit prix, le prix Villa Médicis, hors des murs à New York. En 2010, vous avez fondé un festival de théâtre, musique et danse, Parcours tout court, sous forme de biennale et transversale, qui a rayonné à Rennes, dans le Morbihan, puis les Côtes d'Armor. À partir de 2016 et pendant 4 ans, vous avez été en charge d'expertiser des projets entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe auprès du ministère de la Culture au sein de la Commission internationale du théâtre francophone avant d'en devenir coprésident pendant 2 ans. Et donc fin 2019, vous avez été nommé à la tête de Passage après Ossine Chabira. Sacré parcours. Oui, oui, c'est drôle de l'entendre comme ça. Oui, oui, tout à fait, c'est assez fidèle. Alors je ne suis pas d'origine de Bretagne, je suis d'origine d'Île-de-France, hein. J'ai grandi en banlieue parisienne et puis ensuite à Paris. Et en même temps, j'ai tout de suite voyagé beaucoup en France et à l'étranger. Commençons par votre histoire à l'âge de l'adolescence. Comme je le disais, il y a 2 moments qui ont compté dans votre histoire d'amour avec le monde artistique. Un professeur visiblement d'expression corporelle qui vous a vraiment montré la voie et un oncle qui vous a emmené voir le bal du théâtre Compagnol. Oui, je vois que vous êtes très bien renseigné, je suis impressionné. Effectivement, bah, j'ai un oncle qui faisait beaucoup de théâtre, qui voulait devenir acteur, puis qui finalement est devenu avocat, parce que voilà, mon grand-père l'en a empêché, mais qui nous faisait des petits spectacles quand on allait en vacances et qui m'a ouvert, et effectivement, qui m'a emmené voir une fois en vacances le bal du Campagnol. Le Campagnol, c'était une compagnie qui venait du Théâtre du Soleil à Mnouchkine. Il y avait une vingtaine d'acteurs sur scène et pas un mot. Et pourtant, c'était du théâtre. Et quand j'ai vu ça, ça a été... Vous avez pris une claque. J'ai pris une claque. J'ai osé aller les voir à la sortie. On était en Bourgogne à l'époque, en vacances. Et ils m'ont dit, mais viens, il y a des ateliers pas loin de chez toi. C'était la piscine de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, donc en banlieue parisienne aussi. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai été m'inscrire à un atelier et en fait commencer un spectacle qui réunissait des amateurs et des professionnels. Et on a répété pendant 2 ans et demi ce Shakespeare au lycée, qui était l'histoire d'un club théâtre dans un lycée qui répétait Roméo et Juliette. Donc il y avait à la fois Shakespeare, les scènes qui se répétaient, et en même temps, voilà, les lycéens, les profs, le proviseur. Et ça a été un spectacle, voilà, on était aussi 25 sur scène. On l'a joué pendant 2 ans et demi ensuite, ce qui était très compliqué parce qu'il y avait, mais c'était une expérience fondatrice dans cette piscine Ça devait être incroyable. dans le grand bassin, dans le pédiluve, il y avait des choses et voilà. Et moi j'étais au lycée, mais petit à petit,
j'ai été pris, j'ai été complètement emmené, je faisais des ateliers en plus et c'était passionnant d'aller faire du théâtre partout dans cette banlieue. Vous avez tellement été pris qu'il paraît que vous avez arrêté vos études au lycée en première. Bah, c'est ça, mes professeurs m'ont dit un jour: «Écoute Benoît», parce que j'allais en cours, mais c'est vrai que j'avais plus le temps de rendre les devoirs, et ils m'ont dit: «Écoute Benoît, tu as l'air tellement heureux au théâtre, va faire du théâtre». Et ça a été très violent parce que j'étais très heureux au lycée, même si j'arrivais plus à rendre tout ce qu'il fallait rendre. Mais je passais mes soirées au théâtre et mes week-ends au théâtre, et c'est vrai que du coup, donc ça a été dur de perdre un petit peu ce côté du lycée, des camarades de classe, même si on avait fait venir beaucoup dans des ateliers. Mais puis voilà, et du coup, bah, c'est parti à fond, et puis j'ai fait plus que ça, et petit à petit, après, je suis passé vers le cinéma. Entre le théâtre et le cinéma, par contre, ça a été presque une évidence rapidement vers le théâtre. Oui, parce qu'effectivement, acteur, au début, je me suis rendu compte que c'était fabuleux. Et puis en même temps, je détestais attendre qu'on m'appelle pour me proposer des rôles. Donc j'ai senti que j'avais davantage envie de proposer, donc d'écrire des films, des spectacles. Et au départ, je suis parti. Et faire des courts-métrages, c'était plus simple que de faire des spectacles. Et j'ai rencontré, voilà, Et donc, je suis parti d'abord dans le cinéma. Après cette expérience fondatrice, puis effectivement, vous avez parlé de ce prof d'expression corporelle dans mon petit conservatoire de Bourg-la-Reine, Jean-Pierre Martineau, qui était un homme extraordinaire, qui nous faisait faire des trucs physiques, qui nous libéraient complètement, des improvisations, qui nous donnaient des choses. Quand j'y repense aujourd'hui, je sais que une autre grande actrice du cinéma français a eu la chance de profiter de lui aussi quand elle était toute jeune. C'était qui? Est-ce C'était- qu'on peut la citer? Bah oui, je pense qu'on peut le dire, c'est Juliette Binoche, voilà, Vous avez été à la même école que Juliette Binoche, c'est voilà, plutôt pas mal. et c'était quelqu'un de formidable et qui a ouvert, je pense, pas mal de gens une dimension théâtrale de la voix, mais aussi du corps, de comment tout est relié. Voilà. Alors on va faire un petit bond dans le temps. Je l'ai dit, vous avez pas mal voyagé avant de fonder votre propre compagnie. Cette compagnie, cette création, elle intervient à un moment important forcément. C'était une volonté à un moment de votre carrière, à un moment important de votre vie. Pourquoi vraiment créer une compagnie à ce moment-là, en 1994? Parce qu'effectivement, on m'a proposé, j'avais été, donc j'ai fait ces courts-métrages, et effectivement, comme vous disiez, je suis revenu au théâtre parce que finalement, une fois que j'ai fait mes courts-métrages, le temps du long-métrage était beaucoup trop long pour moi. J'avais une urgence de jouer, et donc j'ai eu envie de créer des spectacles. Et là, Jean-François Perret, pardon, dont j'avais été l'assistant, m'a proposé de faire une petite forme. Alors, j'ai eu la chance au Théâtre National de l'Odéon, dans le foyer, puis dans le petit Odéon. Et là, voilà, j'ai créé cette compagnie qui, pour moi, effectivement, déjà, il y avait cette actrice, Essé Brume, qui venait du Nigeria. Il y avait un danseur qui venait de Barcelone, et puis un acteur français qui avait joué Shakespeare, Marivaux. Et moi, je voulais faire se croiser différents langages, déjà artistiques, et puis entendre la langue différemment. Donc, on a travaillé sur Gertrude Stein. Et voilà, et c'était parti. On a eu la chance de faire un premier spectacle de 15 minutes, puis un autre de 45 minutes, Nom d'un chien, et qui a été vu tout de suite par des gens, Emmanuel de Véricourt, et puis les gens de la Fonderie au Mans, François Tanguy, Théâtre du Radeau, qui m'ont proposé de venir développer ce projet. Et là, il a été vu, et puis voilà, le Théâtre Garonne à Toulouse, le Théâtre de la Bastille à Paris sont revenus, et la compagnie a été lancée sur un spectacle très hybride, quoi, qui mélangeait du masque, de la danse, des projections. Justement, théâtre, danse, musique, ça vous suit tout au long de votre parcours. C'est encore le cas aujourd'hui avec Passage. Oui, mais c'est vrai que pour moi, je sentais arrivant voilà, à la fin du XXe siècle, comme jeune créateur, que j'avais l'impression que tout avait déjà été fait dans l'histoire du théâtre, de la musique et de la danse. Et donc je me suis dit, si on a encore une chance d'inventer quelque chose, il faut tenter de croiser des choses, de frotter des éléments pour voir si, en tous les cas, de partir à l'aventure pour essayer de réveiller des choses qu'on a, voilà, pas encore... voilà, c'est prétentieux, mais qui n'ont pas encore été mises sur une scène. Donc c'est pour ça qu'on est parti dans cette recherche, effectivement. Quel souvenir vous gardez de votre expérience auprès du ministère de la Culture? Alors ça, c'est beaucoup plus tard, effectivement. Bah, ça a été une C'est invitation. beaucoup plus tard, mais c'est beaucoup plus récent aussi. Tout à fait, tout à fait, c'est très proche. Et c'était formidable parce effectivement, un jour, on m'a appelé en me disant, est-ce que tu peux aller à Montréal dans un mois pour la première commission du théâtre de Commission internationale du théâtre francophone. Et donc, j'ai découvert que cette commission existait depuis déjà presque une trentaine d'années, et essayé de voir comment on pouvait
réunir des artistes qui travaillent au moins entre 2 continents et 3 pays. Et voilà, donc je suis devenu expert pour le ministère, puisque cette commission qui réunit des Canadiens, des Québécois, des Wallons, des Luxembourgeois maintenant, et puis l'Organisation internationale de la francophonie, donc des gens qui viennent d'Afrique, pour essayer de voir comment des projets peuvent être construits avec des économies complètement différentes, des cultures complètement différentes. Et ça a été passionnant. J'ai découvert, c'était 5 jours de réunion d'Assemblée générale. Donc d'abord la première à Montréal, et puis ensuite à Bruxelles, et puis ensuite en Suisse, où on discute de projets, de voir comment des projets peuvent être intéressants, comment on peut les accompagner. Et effectivement, ça m'a permis de découvrir d'autres pays et d'autres pratiques que je ne connaissais pas, et de voir comment parfois réaliser l'impossible pour que des projets artistiques voient le jour malgré des milliers de kilomètres et en bonne intelligence. Et donc ça, c'était vraiment passionnant de travailler justement avec des Québécois, des Sénégalais, des Belges. Bon, il y avait cette langue française qui nous réunissait, mais voilà, ça a été un très beau moment, et je pense qu'on a contribué dans les 4 années que j'ai passées, avec aussi la coprésidente Dominique Parenteau-Leboeuf, qui est elle autrice québécoise, à faire que cette commission qui était un petit peu encore cachée, parce qu'il y avait un petit budget, que ça prenne de l'ampleur. Qu'elle prenne de l'ampleur. Et aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fort qui se passe. Oui. Alors vous avez été souvent pressenti pour diriger des centres dramatiques nationaux ou des théâtres de ville, mais finalement non. Vous ne vouliez pas, comment je pourrais dire, être cadenassé dans un même lieu. Non, c'est-à-dire que c'est moi qui n'ai pas été choisi. Au final, j'ai été dans des shortlists, et effectivement, après avoir fait mes spectacles et puis créé ce festival en Bretagne, Parcours tout court, j'ai eu envie effectivement de pouvoir avoir plus de moyens pour accompagner des projets d'artistes, et pas seulement les miens. Et ça n'a pas souvent été compris, parce qu'aujourd'hui, quand les artistes dirigent des lieux, c'est d'abord pour leur donner des moyens à eux. Et moi, c'était l'inverse. C'était plutôt pour être en mode mineur et plutôt donner de la place à des artistes. Donc c'est pour ça que je pense que ça n'a pas marché au final dans les fois où j'ai tenté, puis que ça ne devait pas être le moment. Et pourquoi ça a marché alors avec Passage? Pas seulement parce que vous avez de la famille à Nancy. Non, ça vraiment, je n'aurais rien fait, mais c'est plutôt, je pense que Passage est arrivé au bon moment. Moi, tout convergeait finalement. Quand j'ai vu arriver l'annonce, je me suis dit, ah mais finalement c'est là que tout ce que j'aime faire... Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance, parce que vous étiez quand même 35 sur la ligne de départ. Au final, vous étiez 4 en finale, puis 2 face à Vincent Goethals, et finalement, vous l'avez emporté. C'est comme une belle fierté, comme 35 sur la ligne de départ, et finalement, vous êtes l'heureux élu. Oui, bah ça, c'est effectivement... Pour moi, ça devait être le moment. Et il y avait des super candidats, et c'est vrai qu'on ne sait jamais il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons de choisir finalement un candidat. Là, je pense qu'il y avait quelque chose pour moi qui était devenu naturel. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon projet, j'ai mis 200% de choses que j'avais envie de faire. J'ai rien fait pour essayer d'être dans un compromis, pour essayer d'être pris. Donc je me suis dit, soit je suis pris parce que je fais tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui a marché. Et bon, et c'est vrai que c'était... ça a été une joie immense, parce que je ne connaissais pas ce territoire, mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait un potentiel énorme pour mettre en place ce projet. Ce n'était pas facile, parce que voilà, le projet avait aussi souffert de différentes baisses de moyens, de différents changements de calendrier. Donc il y a encore beaucoup de chantiers en cours pour redonner toute son ampleur et toute sa force à ce festival. Mais voilà. Et le Covid En plus. qu'on a traversé, ça a été comme un bizutage terrible d'arriver, mais on a tenu bon contre vents et marées, et on a réussi à faire l'impossible quasiment, c'est-à-dire faire venir des artistes d'Afrique centrale et de l'Est, avec Carole Carremera du Issue Art Center à Kigali, de faire venir un nombre incalculable de compagnies du Brésil, qui était le pays le plus touché par le Covid, et grâce à une équipe qui est restée soudée, motivée, et qui a pu se battre contre tous les problèmes de visa, de contrôle sanitaire, de problèmes techniques liés à cette pandémie, et liés à, voilà, on a 2 fois, 3 fois reporté les choses. Ça a eu lieu, et le public était là, et ça a été magique. On va en reparler lors de la 3e partie d'émission. Je sais que ce qui vous
tient vraiment en haleine. C'est vraiment l'aventure humaine partout où vous êtes passé. On va passer à la deuxième partie de cette émission, c'est le pile ou face. Alors, Benoît Bradel, je vais vous proposer des photos dans l'écran devant vous. Attention, suspense. Et il ne faut en choisir qu'une en m'expliquant pourquoi. Et on va commencer tout de suite par les photos villes, avec deux villes, je crois, que vous appréciez beaucoup, avec à gauche Rio et à droite Naples. Ah oui, ça c'est dur, effectivement. Il faut que j'en choisisse une. Oui, Ah, mais non, je dois choisir Naples parce qu'effectivement, c'est ma première ville d'adoption. pourquoi cette ville d'adoption? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est la première fois quand j'ai découvert cette Naples. Je devais avoir 25 ans et je me suis senti comme chez moi. Je sentais justement quelque chose de très transdisciplinaire dans cette ville, ce rapport à la fois des quartiers populaires, des bâtiments très très beaux, des châteaux, puis surtout différents passages, des Angevins, les Espagnols, les Arabes, une ville qui est traversée, qui reste une ville populaire. Sur un site les plus magnifiques, voilà, une baie incroyable avec un Vésuve qu'on voit en permanence et qui rappelle aussi la fragilité de nos existences parce qu'il peut exploser à chaque instant. Une île Capri au lointain, la Méditerranée, une végétation et puis des gens voilà, qui sont d'une gentillesse, d'un accueil et les mets les plus simples comme le café, comme la pizza, c'est-à-dire de l'eau, de la farine et de la tomate et de la mozzarella qui sont au sommet de leur art. Et donc j'aime à la fois quand des choses très simples comme ça peuvent se révéler les choses les plus belles. Vous pouvez être guide touristique parce que là, vous m'avez donné envie vraiment de partir à Naples cet été. En tout cas, visiblement, ça vaut le détour. On passe tout de suite aux photos passage avec deux personnes que vous connaissez forcément. Ce sont les deux anciens directeurs du festival, donc Ossine Chabira à gauche et Charles Torgman à droite. Forcément, c'est Charles Torgman parce que Ossine, je l'ai très peu connu. On s'est rencontrés très brièvement. Il a choisi de quitter Passage à un moment pour lui voilà, après 4 années où il avait donné tout ce qu'il pouvait. Et voilà, donc c'était juste un très court passage de relais. Avec Charles Torgman, la rencontre a été plus longue et puis il continue à suivre le festival par ailleurs. Et c'est vrai que je crois qu'il a tout de suite vu aussi que mon parcours avait du sens par rapport à ce qu'il avait imaginé du festival. Il était parmi ceux qui vous ont sélectionné, hein, il faut le rappeler. Tout à fait, et je pense qu'il a senti qu'il y avait l'esprit qui avait présidé à la création du festival. Et puis il a surtout accepté aussi de lâcher, voilà, de se dire j'ai créé ce festival, mais effectivement il va devenir autre chose. Et ça c'est aussi... c'était son bébé, donc il faut avoir une certaine humilité pour se dire oui, je crois qu'il est assez heureux de ce qui se passe et de l'évolution. Parce que je pense que c'est aussi dans l'ADN des festivals de pouvoir se renouveler s'ils veulent continuer à vivre. On peut pas, à part Avignon qui a vécu des histoires très différentes, mais je pense que beaucoup de festivals meurent aujourd'hui, d'autres renaissent tous les jours, mais un festival doit évoluer, Bien sûr. doit se transformer. Et donc, ceux qui n'avancent pas reculent. Voilà. On va passer aux troisième photos, les photos musique, avec deux musiciens, je crois que vous adorez, avec d'un côté John Cage et de l'autre Erik Satie. Oui, mais je choisis John Cage parce qu'il est... Satie, effectivement, j'ai fait un spectacle autour de ces deux, qui s'appelait Cage Circus, mais Satie a beaucoup inspiré Cage. Mais Cage est un homme fantastique, effectivement. C'est son côté expérimental que vous appréciez ? C'est son côté aventurier. Et son côté de regarder le monde avec étonnement. Lui, il vivait sur la 6e avenue à New York et il s'émerveillait d'ouvrir les fenêtres et de la musique que la ville composait toute seule, avec les klaxons, les oiseaux, le bruit des gens. Et le facteur du hasard qui est dans la composition musicale, mais pas seulement, qui fait que des rencontres qu'on peut faire tous dans nos vies. Et donc, mettre le hasard comme facteur de composition, je trouve que c'est un très beau geste et qui lui a permis de nous ouvrir à beaucoup de choses. Et donc, moi, je lui suis très reconnaissant, effectivement. Donc, John Cage. On termine par les dernières photos. Les photos, vous êtes un artiste, donc vous allez peut-être comprendre. Ce sont les photos humour. Ah. Attention, alors c'est capillotracté. Alors, donc, à gauche, vous appelez Benoît Bradel. Je vous pose des myrtilles, on appelle ça aussi des brimbelles. Et à droite, c'est Jacques Pradel.
Ouais. Donc voilà, je ne vais pas vous demander de choisir, c'était un Ah, peu... mais si, je choisis les myrtilles parce que j'adore ce fruit. Et effectivement, j'ai beaucoup souffert de mon nom qui a souvent été. C'est vrai? Ah oui, bah, même encore cette semaine dans la presse, jusqu'à pas plus tard qu'hier, j'ai dû dire à un journaliste non, c'est Bradel avec un B comme Benoît. C'est bébé. Et donc, les brimbelles, j'en suis ravi et j'adore ces fruits, effectivement. De manière générale, c'est vrai que vous avez dit que ce territoire mosellan, la Lorraine, vous connaissiez très peu, même si vous avez de la famille à Nancy. Cette ville de Metz, vous l'êtes appréhendée. Est-ce que c'est une ville qu'aujourd'hui vous appréciez? Ah bah, c'est une ville que j'adore carrément. Et ça a été une surprise totale, effectivement, parce que je connaissais, j'étais venu, parce que j'ai 2 fois été invité pour jouer à Thionville, donc je m'étais juste arrêté pour faire le changement et C'était visiter. à l'Adagio, Non, c'était au Nest. au Nest? Au Nest, et j'ai pu visiter le centre Pompidou, mais j'avais pas osé m'aventurer de l'autre côté de la gare. Et c'est seulement quand j'ai postulé ici que je suis venu passer du temps, que j'ai loué un vélo, un jour de pluie en plus, pas un jour flatteur pour la ville. Il pleut jamais à Metz. Non, et c'était le seul jour et je suis venu ce jour-là et j'ai trouvé la ville magnifique et puis et complètement aussi dans ces mélanges entre différentes architectures, différentes ambiances, on sent différentes histoires. Bien sûr, la présence de l'Italie qui pour moi est forte. Moi, quand j'ai entendu parler napolitain dans les rues de Metz, j'étais aux anges. Et puis de sentir que c'était une ville qui était traversée justement par plein de populations, de cultures et qui était ouverte. J'ai senti tout de suite dans les interlocuteurs aussi, pas de gens snobs, des gens ouverts, intéressés, simples. Et je me suis dit, et c'est vrai que ça a été une découverte totale. Donc je continue à faire des. Quand je disais aux gens, tu vas à Metz? Ah oui, à Metz, t'es sûr? Je dis, oui, oui, ben viens voir, tu vas voir, ça vaut vraiment le détour. On va passer à la dernière partie de cette émission, c'est l'actualité. Alors c'est vrai que cette nouvelle édition du Festival Passage, Transfestival, se déroule jusqu'au 22 mai. C'est véritablement la première fois finalement que vous mettez en place ce que vous voulez mettre en place. Parce que vous l'avez dit, alors vous êtes arrivé fin 2019, donc vous avez marché entre guillemets sur les pas de Hossein Chabira lors de la première édition. L'an dernier, il y a eu le Covid. Alors vous avez fait 10 jours en misant sur le Brésil, mais c'était au mois de septembre. Et cette année, c'est vraiment la première fois que vous pouvez faire ce que vous voulez. En septembre, on a quand même réussi à faire ça a été une édition magnifique, inoubliable pour moi. Voilà, d'ailleurs, les images qu'on voit actuellement Oui. sont des images de l'édition du Brésil. Et puis, en juillet aussi, ce qu'on a fait avec les artistes africains, c'était fantastique. Donc pour moi, c'est déjà la 3e édition en 11 mois, ce qui est une folie Oui. pour l'équipe et pour tout le monde. Mais on a tenu à redonner toutes ces chances à Passage, que le public puisse voir vraiment ce que c'est et à effectivement étendre. Là, on a fait des expériences nouvelles, puisque fin avril, on était dans la métropole de Metz pour la première fois. C'est-à-dire qu'on a été à Saulny, à Mécleuve et à Sichazel avec Portrait de Raoul, Frontalier, Conversation à la maison de Robert Schumann. Et ça a été formidable parce que c'était raconté que Passage, c'est pour tout le monde. Qu'un spectacle étranger, ça ne doit pas faire peur. Ça peut parler à tout le monde. Et effectivement, les gens ont été très heureux, je pense, qu'on vienne. Et j'espère qu'on va y retourner. En tous les cas, on a très envie. Et puis, effectivement, il y a ces 10 jours à Metz qui sont qui ont commencé sous un soleil radieux et on a réussi à repousser pluie, orage et à ce que le public soit aussi au rendez-vous avec ces artistes qui viennent de toute l'Europe. Et effectivement, pour la première fois aussi, on refait un petit tour à Nancy à la Manufacture avec un spectacle de Mide Varlop, qui est cette artiste belge complètement incroyable. Et puis, pour la première fois aussi, on va à Esch-sur-Alzette, qui est capitale européenne de la culture. Et donc, on a 3 jours en lien avec le théâtre d'Esch, la Conchhalle, qui est le centre d'art qui vient d'ouvrir il y a quelques mois, et puis aussi en extérieur. Donc, on a 5 spectacles. Donc, Passage est nomade aussi. Passage a une grande base à Metz, c'est son cœur. Mais on a envie que tant qu'à faire venir tous ces artistes, on a envie que le plus de public puisse les découvrir. Dans quelle mesure la personnalité du directeur que vous êtes se traduit dans la programmation d'un festival comme Passage? Est-ce que c'est votre côté éclectique, touche à tout, qui ressort avec cette transdisciplinarité, danse, théâtre, chant, marionnette? Oui, sans doute. Moi, c'est vrai que j'ai un appétit assez grand pour aller voir plein de choses et que je sais que c'est pas toujours le cas des metteurs en scène. On me l'a redit encore ce week-end, mais j'ai toujours eu un goût de la découverte. Donc, c'est vrai que Ça, c'est votre force. je pense, oui, parce que je me lasse pas. Donc, des fois, je fais attention parce que effectivement, si on voit trop de choses, on peut aussi se fatiguer. Et puis, mais j'essaye toujours de garder un regard neuf, comme quand
j'attaque un projet comme metteur en scène, j'essaye d'être comme un débutant, c'est-à-dire d'oublier tout ce que je peux savoir et de laisser les choses venir. Puis après, bon, le savoir-faire peut revenir à un moment et aider à gagner un peu de temps. Mais je trouve que ce qui est important, et c'est vrai que moi j'ai toujours ce goût du risque, de l'aventure, de la découverte, et c'est ça que j'essaye de partager avec le public pendant le festival, de leur donner ce goût. Et donc effectivement, on peut montrer des choses assez différentes. Là, il y a des spectacles aussi jeunes publics, il y a des spectacles beaucoup plus exigeants, des spectacles qui sont très drôles, d'autres qui sont très graves. Et j'essaye. Un festival, c'est justement. Il y a même eu des avant-premières, hein, notamment, alors je vais le dire en espagnol, en catalan, c'est Respira en jardin como en en bosque. Vous allez le dire mieux que moi. Elle est C'est une co- jardine, Ouais, voilà. bosque. C'est une compagnie catalane. En tout cas, c'était une avant-première en Bah, France. oui, c'est la première en France, on peut le dire. Même voilà, del Conde de Torrefiel, qui est une grande compagnie espagnole européenne aujourd'hui, qui est en train de créer un magnifique spectacle à Vienne, en Autriche, et qui effectivement, mais Amanda Pina aussi, qui est chilienne, mexicaine, et c'était la première de son spectacle Frontera qui tourne dans toute l'Europe. On essaye d'être vraiment, d'accompagner des créations, de pouvoir aussi, et c'est le but, c'est pour ça qu'on veut que le festival se développe, qu'il y ait des artistes qui viennent en résidence, passer du temps à Metz et autour pour répéter, puis aussi rencontrer la population, mener des ateliers. Toute l'année, on mène des ateliers avec des écoles, mais aussi avec des publics amateurs. Le but, c'est vraiment que quand le festival, c'est la face C'est la vitrine. émerger de l'iceberg. Nous, toute l'année, on travaille, on met en place des actions pour que les publics puissent profiter le plus pleinement du festival quand il a lieu. Ouais. Dernière question, en une minute à peine. Vous l'avez dit, ce festival est né après la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, l'Europe est traversée malheureusement et touchée en Ukraine par la guerre. Est-ce que finalement, ce festival est aussi quelque part le moyen d'envoyer un message ? Bien sûr, on a eu une très belle rencontre avec un metteur en scène ukrainien, Vlad Troïtsky, et une metteuse en scène russe en exil, qui sont tous les deux réfugiés en France. On essaye on croit à la force de l'art aujourd'hui pour faire bouger les consciences. On a besoin, c'est important aussi que le festival puisse les soutenir. On a soutenu des artistes brésiliens qui étaient dans la plus grande difficulté parce que le gouvernement a tout retiré les moyens de la culture. De la même manière, les artistes ukrainiens ont besoin d'être soutenus. Et c'est le rôle du festival aussi, d'être aux côtés des artistes et puis de montrer des projets qui aussi nous éclairent, nous nourrissent sur comprendre le monde très complexe dans lequel on vit. Donc il y a une notion de plaisir grande à venir au festival, mais aussi tout à coup de pouvoir affiner notre regard sur le monde et notre compréhension de ce monde. Alors on rappelle, hein, il reste encore quelques jours pour aller à Passage, à Nancy, Wesh, sur AZ. Merci beaucoup Benoît Bradel. Merci C'était un Arnaud. réel plaisir et bravo pour ce que vous faites vraiment avec Passage. Merci Arnaud, à très bientôt. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Face à Face. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous.